Dans les ruelles sombres de Barcelone, sous un ciel étoilé qui semblait indifférent à la tragédie humaine, Anaïs trébucha sur un corps inerte, le sang encore chaud se répandant sur les pavés anciens. Son cri étouffé fut noyé par le bruit distant d'une fête flamenco, mais elle vit distinctement l'ombre de l'assassin s'éloigner, un couteau à la main, le regard froid comme la lame. À cet instant précis, elle sut que sa vie venait de basculer dans un abîme dont elle ne pourrait s'échapper seule. Anaïs, une jeune Française de 28 ans installée en Espagne pour enseigner le français dans une petite école de la Costa Brava, n'avait jamais imaginé que sa promenade nocturne habituelle l'amènerait à ce cauchemar. Originaire de Paris, elle avait fui la routine étouffante de la capitale pour embrasser la vitalité méditerranéenne, avec ses marchés colorés et ses plages infinies. Ce soir-là, après une journée épuisante à corriger des copies, elle avait décidé de flâner dans le quartier gothique, attirée par l'odeur des tapas et le son des guitares. Mais maintenant, le cœur battant, elle recula, les mains tremblantes, et composa frénétiquement le numéro de la police sur son téléphone. Avant qu'elle ne puisse parler, une main ferme se posa sur son épaule. « Ne criez pas », murmura une voix féminine, calme mais autoritaire. « Il pourrait encore être là. » Anaïs se tourna vivement et se trouva face à une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs courts et bouclés, des yeux bruns perçants qui trahissaient une intelligence aiguisée. Elle portait un jean slim et une chemise blanche froissée, comme si elle sortait d'une longue journée de travail. Maëlys, c'était son nom, était une journaliste d'investigation française expatriée en Espagne, spécialisée dans les affaires de corruption locale. Elle avait suivi une piste ce soir-là, soupçonnant un réseau de trafiquants impliqués dans des meurtres commandités. En voyant Anaïs, figée devant le corps, Maëlys comprit immédiatement le danger. « Vous avez vu quelque chose ?» demanda-t-elle en jetant un regard autour d'elle. Anaïs hocha la tête, les larmes aux yeux. « L'homme. Il l'a poignardé. J'ai vu son visage. » Maëlys jura intérieurement. Ce n'était pas n'importe quel meurtre, c'était lié à un scandale qu'elle enquêtait depuis des mois, impliquant des politiciens corrompus et des cartels. Elle prit Anaïs par le bras et l'entraîna dans une ruelle adjacente, loin des lumières. « Venez avec moi. Si vous restez ici, vous êtes la prochaine. » Elles coururent à travers les rues labyrinthiques, le bruit de leurs pas résonnant comme un écho de poursuite imaginaire. Maëlys guida Anaïs jusqu'à un petit appartement caché dans le quartier de Gracia, un havre de paix avec des murs couverts de livres et des plantes suspendues. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et prépara du thé, essayant de calmer la jeune femme qui tremblait encore. « Je m'appelle Maëlys. Et vous ? » « Anaïs. »« Je ne sais pas quoi faire. » Maëlys s'assit en face d'elle, ses mains enveloppant celles d'Anaïs pour les réchauffer. « Vous êtes en sécurité ici, pour l'instant. Mais nous devons réfléchir. L'assassin vous a-t-il vu ? » Anaïs secoua la tête. « Je ne pense pas. Mais j'ai appelé la police. Ne leur dites rien pour le moment. Certains d'entre eux pourraient être impliqués. Laissez-moi vérifier mes contacts. » Au fil de la nuit, alors que la lune filtrait à travers les volets, une connexion inattendue se tissa entre elles. Anaïs raconta sa vie parisienne, ses rêves d'écriture abandonnés pour l'enseignement, sa solitude dans cette ville étrangère. Maëlys, de son côté, parla de ses enquêtes périlleuses, de sa passion pour la justice qui l'avait menée à quitter une vie confortable en France. Leurs regards se croisaient, chargés d'une empathie profonde, et pour la première fois depuis des heures, Anaïs se sentit moins seule. Le lendemain matin, Maëlys contacta un ami journaliste à Madrid. Les nouvelles étaient sombres, le meurtre était lié à un cartel puissant, et des témoins avaient déjà disparu. « Vous devez vous cacher », dit Maëlys à Anaïs. « Je peux vous aider. » Anaïs hésita. « Pourquoi m'aidez-vous ? Vous ne me connaissez pas. » Maëlys sourit doucement, une lueur dans les yeux. « Parce que je sais ce que c'est que d'être seule face au danger. Et parce que quelque chose en vous me touche. » Ainsi commença leur fuite. Elles prirent un train pour la Costa Brava, vers une petite villa isolée que Maëlys connaissait. Le paysage défilait, des oliveraies aux falaises abruptes, et pendant le voyage, leurs conversations devinrent plus intimes. Anaïs confia ses doutes sur l'amour, ses relations passées avec des hommes qui l'avaient laissée vide. Maëlys, ouvertement lesbienne,
parla de ses cœurs brisés, de la difficulté de trouver une connexion réelle dans un monde chaotique. À la villa, surplombant la mer, elles passèrent des jours à se cacher, à partager des repas simples et des promenades nocturnes. Une tension romantique s'installa, subtile au début, un effleurement de main, un regard prolongé. Un soir, sous les étoiles, Anaïs osa poser la question. « Maëlys, as-tu déjà aimé une femme comme moi ?» Maëlys se tourna vers elle, le vent marin caressant leurs cheveux. « Pas comme toi. Toi, tu es différente. » Leur premier baiser fut comme une vague, doux et puissant, emportant les peurs accumulées. Dans les bras l'une de l'autre, elles trouvèrent un refuge, un amour naissant qui semblait défier le danger extérieur. Mais le passé rattrapait vite. Maëlys reçut un appel, le cartel avait identifié Anaïs comme témoin. Des hommes la cherchaient. La trahison vint de l'intérieur, un contact de Maëlys, jaloux de sa réussite, avait vendu des informations. « Nous devons partir, dit Maëlys, le cœur serré. Mais ensemble. » La fuite devint une odyssée à travers l'Espagne, des montagnes de la Sierra Nevada aux plages cachées d'Andalousie. Anaïs et Maëlys voyageaient de nuit, changeant d'apparence avec des perruques et des vêtements volés dans des marchés locaux. Leur amour grandissait au rythme de ces escapades, chaque moment volé renforçant leur lien. Mais le danger les talonnait, comme une ombre persistante. Un soir, dans un petit hôtel de Grenade, Anaïs se réveilla en sursaut. Des bruits de pas dans le couloir. Maëlys, alerte, attrapa un couteau de cuisine et se posta près de la porte. « Reste derrière moi, murmura-t-elle. La porte s'ouvrit brutalement, et deux hommes entrèrent, armes au poing. Maëlys se jeta sur le premier, le désarmant d'un coup précis appris lors de ses enquêtes passées. Anaïs, paniquée, saisit une lampe et frappa le second à la tête. Elles s'enfuirent par la fenêtre, sautant dans une ruelle étroite, le cœur battant à l'unisson. « Comment nous ont-ils trouvés ?» haleta Anaïs en courant. Maëlys serra les dents. « Quelqu'un nous a trahis. Mon ancien partenaire, je le soupçonne. » La révélation frappa Anaïs comme un coup de poignard. Maëlys avait mentionné un ex-amant, un journaliste ambitieux qu'il avait quitté pour une carrière plus lucrative. Jaloux de son succès, il avait apparemment vendu leur position au cartel. Cette trahison ébranla Maëlys, qui se sentait responsable. « C'est ma faute, dit-elle plus tard, alors qu'elle se cachait dans une grotte près de la côte. Si je n'avais pas enquêté. » Anaïs la prit dans ses bras. « Non, c'est nous contre le monde maintenant. Ton courage m'inspire. » Leur relation s'approfondit dans ces moments de vulnérabilité. Elle parlait des nuits entières, partageant des souvenirs d'enfance, Anaïs évoquant les rues pluvieuses de Paris, Maëlys les vignobles du sud de la France où elle avait grandi. Leur amour était une encre, un mélange de passion physique et d'émotion pure. Dans l'intimité des cachettes, elles exploraient leur corps avec tendresse, découvrant une connexion qui transcendait le danger. Pourtant, les conflits internes surgissaient. Anaïs, novice dans l'amour entre femmes, doutait parfois. Et si ce n'est que l'adrénaline ? Si une fois en sécurité, tout s'effondre ? Maëlys la rassurait, ses lèvres effleurant son front. L'amour vrai naît dans l'adversité. Regarde-nous, nous nous sauvons mutuellement. Elles décidèrent de contre-attaquer. Maëlys contacta un réseau underground de journalistes intègres, rassemblant des preuves contre le cartel. Anaïs, avec son talent pour les langues, aida à décoder des messages interceptés. Ensemble, elles devinrent une équipe implacable, leur amour fuelant leur détermination. Mais la haute trahison culmina lors d'une rencontre à Séville. Elles avaient rendez-vous avec un informateur dans une cathédrale ancienne, sous les arches gothiques. L'homme arriva, nerveux, et leur remit un dossier explosif. Soudain, des coups de feu retentirent. L'informateur s'effondra, et des assaillants surgirent des ombres. Anaïs et Maëlys coururent à travers les jardins de l'Alcazar, se cachant derrière des fontaines murmurantes. Maëlys fut touchée à l'épaule, une blessure superficielle mais douloureuse. « Laisse-moi, cria-t-elle. Sauve-toi. » Jamais, répondit Anaïs, bandant la plaie avec son foulard. Elles s'échappèrent de justesse, se réfugiant dans un monastère abandonné. Là,
dans la pénombre, Maëlys s'effondra en larmes. J'ai peur, Anaïs. Peur de te perdre. Anaïs l'embrassa passionnément. Nous survivrons. Pour nous. Les jours suivants furent marqués par une introspection profonde. Elle réfléchissait à la vie, à la justice, à l'humanité. Maëlys, influencée par sa culture française, citait Camus et Sartre, parlant de l'absurde et du choix. Anaïs, plus romantique, évoquait Baudelaire et les fleurs du mal transformées en espoir. Leur plan prit forme, publier les preuves en ligne, anonymement, pour exposer le cartel. Mais avant, elle devait affronter la trahison personnelle. Maëlys confronta son ex par téléphone, une conversation chargée d'émotions. Pourquoi, Julien? Par jalousie? Tu as tout eu, Maëlys. La gloire, l'amour. Je voulais te ramener à la réalité. Cette révélation brisa quelque chose en Maëlys, mais renforça son lien avec Anaïs. Il ne comprend pas ce que nous avons, dit-elle. Un amour pur, sans calcul. Le climax approchait inexorablement. Après des semaines de fuite, Anaïs et Maëlys se retrouvèrent à Madrid, dans un appartement sécurisé prêté par un allié. Les preuves étaient prêtes, photos, enregistrements, témoignages. Mais le cartel, sentant la menace, intensifia la chasse. Des avis de recherche circulaient, déguisés en alerte pour des fugitives. Une nuit orageuse, alors que la pluie battait les fenêtres, Maëlys reçut un message codé. Une embuscade était prévue lors de leur prochaine rencontre avec un procureur corrompu qu'elle comptait piéger. C'est un piège, dit Maëlys, les yeux emplis de peur. Mais nous n'avons pas le choix. Anaïs, maintenant transformée par leur amour, insista. Allons-y ensemble. Nous affronterons cela comme tout le reste. Le rendez-vous eut lieu dans un café discret de la Plaza Mayor. Le procureur arriva, arrogant, ignorant qu'elles enregistraient tout. Mais soudain, des hommes armés envahirent l'endroit. Le chaos éclata, cris, chaises renversées. Maëlys protégea Anaïs, les poussant vers une sortie de secours. Dans la rue, une poursuite s'engagea, à travers les avenues animées de Madrid. Elles montèrent dans un taxi volé, Maëlys au volant, zigzagant entre les voitures. « Accroche-toi » cria-t-elle. Anaïs, le cœur en feu, murmura « Je t'aime, Maëlys. » Quoi qu'il arrive. Elles semèrent leurs poursuivants près du parc du Retiro, se cachant dans les buissons. Essoufflées, elles s'enlacèrent, leur corps tremblant d'adrénaline et d'émotion. « Nous l'avons fait » murmura Maëlys. « Les preuves sont envoyées. » Mais la victoire était amère. Maëlys avait été blessée légèrement, et Anaïs réalisait la profondeur de leur sacrifice. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Pouvons-nous avoir une vie normale ?» Maëlys caressa son visage. « Peut-être pas normale, mais la nôtre. En France, peut-être, loin de tout ça. » Leur retour en France fut clandestin, via des passages frontaliers discrets. À Paris, elles se cachèrent dans un petit appartement du Marais, quartier symbolique de la liberté. Là, leur amour fleurit pleinement, loin des ombres espagnoles. Elles passaient des jours à se promener le long de la Seine, main dans la main, discutant de l'avenir. Pourtant, des doutes persistaient. Anaïs, hantée par le meurtre initial, faisait des cauchemars. Maëlys, marquée par la trahison, luttait contre la paranoïa. Leur relation, bien que passionnée, traversa des tempêtes, disputes sur la sécurité, jalousie envers le passé. Un soir, lors d'une promenade nocturne, Anaïs s'arrêta. « Maëlys, est-ce que cet amour est suffisant pour guérir nos blessures ?» Maëlys la serra contre elle. « L'amour n'efface pas le passé, mais il illumine l'avenir. Regarde ce que nous avons surmonté. » Elles décidèrent de témoigner publiquement, aidées par des avocats. Le procès en Espagne fit sensation, exposant la corruption. Leur histoire devint un symbole de résilience, inspirant d'autres. Dans cette phase, l'aspect humain prévalut. Elles aidèrent des victimes similaires, créant un réseau de soutien pour les témoins traqués. Leur amour, ancré dans l'empathie, devint un pilier pour les autres. Mais une dernière épreuve surgit, Julien, l'ex de Maëlys, contacta Anaïs anonymement, tentant de semer le doute.
Elle te quittera comme elle m'a quitté. Anaïs confronta Maëlys. Est-ce vrai? Maëlys, les larmes aux yeux, avoua ses erreurs passées. J'étais différente alors. Avec toi, c'est réel. Cette confession renforça leur lien, transformant la trahison en catharsis. Le dénouement se dessina sous un ciel parisien gris, chargé de promesses. Après des mois de procès et de thérapie, Anaïs et Maëlys émergèrent transformés. Le cartel fut démantelé, des arrestations en cascade restaurant un semblant de justice. Elles témoignèrent ensemble, leurs mains entrelacées sous la table, symbolisant leur union indéfectible. De retour à la vie quotidienne, elles choisirent de s'installer dans le sud de la France, près de la mer, rappelant leur début en Espagne sans les ombres. Anaïs reprit l'écriture, publiant un roman inspiré de leur histoire, un hommage à l'amour résili. Maëlys, apaisée, se tourna vers le journalisme d'investigation plus humain, focalisé sur les droits des minorités. Leur relation, enrichie par les épreuves, devint un modèle de profondeur émotionnelle. Elles célébraient les petites choses, des dîners aux chandelles, des promenades sur la plage, des nuits d'amour passionnées. Anaïs découvrit en Maëlys non seulement une amante, mais une âme sœur qui l'avait sauvée de l'abîme. Pourtant, le passé laissait des cicatrices. Lors d'une visite en Espagne pour clore le chapitre, elles retournèrent à Barcelone. Debout dans la ruelle fatidique, Anaïs murmura : « C'est ici que tout a commencé. » La peur, mais aussi nous. Maëlys l'embrassa. « Et c'est ici que nous affirmons notre victoire. » Leur fin n'était pas un conte de fées, mais une réalité humaine, un amour forgé dans le feu, capable de guérir et d'inspirer. Elles adoptèrent une vie simple, aidant d'autres couples LGBT à naviguer les tempêtes sociétales, promouvant l'acceptation et la résilience. Dans un moment de réflexion, Maëlys dit : « L'humanité triomphe quand l'amour défie la haine. » Nous en sommes la preuve. Anaïs sourit, les yeux brillants. Et nous continuerons, ensemble. Ainsi, leur histoire se conclut sur une note d'espoir, un témoignage que même dans les ténèbres, l'amour peut sauver, guérir et illuminer.